On va commencer ici. Bonjour à tout le monde. Comment ça va? Voilà, pour une fois, je fais cette vidéo pendant la journée et pas la nuit. Moadim le Simcha, Chag Sameach, Chol HaMoed Pesach, Baruch Hashem. Comme vous voyez, je suis habillé dans la tenue de Yom Tov et de Chagim et de Shabbat. Bon, cette vidéo et ce webinaire que je commence va être concentré sur un sujet un peu différent que ce qu'on a fait avant. Et c'est surtout comment vraiment travailler sur soi. Je reçois pas mal de demandes. Comment travailler sur soi et comment vraiment arriver, quelle est la clé, la formule pour pouvoir vraiment travailler sur soi. Parce que j'ai donné plein de clés dans le webinaire d'avant sur les relations. Ceux de vous qui se branchent maintenant, vous pouvez aller voir sur le Google, taper Soirée riche et inspirante avec David Athias. Et si vous voulez, vous avez ici en bas aussi mon site internet où vous pouvez voir les vidéos déjà enregistrées. J'ai eu nombreuses demandes de patients et des gens que je ne connais pas, de France et certains d'Israël, qui m'ont posé des questions sur comment en fait exécuter le travail. C'est-à-dire ils ont compris plein des concepts qui sont donnés sur l'authenticité, sur l'intimité, mais comment vraiment travailler sur ça? Alors, un homme, il m'a envoyé de Paris une question. Il a dit que ça fait déjà 6 ans, 6 ans je crois, qu'il est déjà marié avec sa femme et que leur intimité, elle fonctionne pas bien. Un autre jeune homme, il m'a demandé au niveau des shidduchim, comment faire. Il n'arrive pas à s'ouvrir, il n'arrive pas à trouver une façon de sortir de soi, de communiquer. J'ai pas mal de filles qui me posent des questions similaires. Comment s'ouvrir? Comment, en effet, arriver à communiquer d'une façon honnête avec les autres? Il y a aussi une personne qui m'a envoyé un message en me disant que dans son couple, il n'y a pas d'intimité du tout non plus, que son mari ne fait pas attention à elle, et quand il est à la maison, il mange, il regarde la télé, et puis il travaille, et puis ils n'ont aucune relation intime. Je ne parle pas ici de l'intimité conjugale. On a déjà parlé de ça dans les webinaires avant, que l'intimité, c'est quelque chose qui est une notion de capacité de communiquer d'une façon honnête avec les conjoints, les partenaires, les amis, les enfants aussi. Donc j'ai décidé d'ouvrir ici une petite porte, de donner quelques clés, comment faire pour entrer vraiment, de travailler sur soi. Et j'ai décidé d'approfondir un peu la notion de l'intimité. Pour ceux qui s'intéressent, encore une fois, je vous propose de regarder déjà des vidéos enregistrées où je parle de l'intimité, qu'est-ce que ça prend l'intimité. Alors là-bas, on a parlé aussi d'authenticité, etc. Mais là, maintenant, je voudrais vous donner des clés un peu plus profondes parce que je me rends compte de plus en plus qu'un grand problème dans les couples aujourd'hui, c'est exactement cette clé de l'intimité. Dans la définition de l'intimité,
c'est encore une fois la capacité d'avoir un rapport amical, c'est-à-dire un rapport, je ne parle pas conjugal, je parle d'un rapport personnel avec le conjoint qui va être un vrai rapport. Alors, déjà, ce que je voudrais vous demander de faire, c'est, je voudrais vous demander de prendre quelques minutes, de stopper, poser cette vidéo et d'écrire. Alors là, pour ceux qui veulent vraiment travailler sur l'intimité, je vous demande de prendre un crayon. Si c'est Cholamoued, on n'écrit pas, alors prenez votre smartphone et écrivez qu'est-ce que c'est pour vous la définition d'être intime avec quelqu'un, et une phrase comme ça, une explication pour vous. Pas ce que moi je dis, mais ce que vous envoyez comme intimité. Et après ça, deuxième chose, écrivez quelles sont les conditions nécessaires pour une intimité. Et c'est important, je vous demande tous d'écrire, quand vous écoutez mes cours, de prendre un papier, et c'est important d'écrire, parce que quand la main, elle écrit, bon, attends, c'est Chol HaMoed, mais Bezrat Hashem, la semaine prochaine, la semaine d'après, d'écrire sur un papier des pensées, d'écrire certaines notions, que vous puissiez, après cette vidéo, vous asseoir et faire une petite réflexion sur qu'est-ce que vous voyez là-dedans, qu'est-ce que vous, ça vous parle, ce que moi, je vous donne. Avant de poser cette vidéo, je vous demande, s'il vous plaît, de prendre un moment et cette vidéo, de la partager à WhatsApp, dans les groupes de Facebook, chacun dans ses groupes, parce que cette vidéo est vraiment gratuite, elle est les Shem Shamaim, elle est donnée pour le bien de l'âme Israël et pas pour un intérêt quelconque personnel. Bon, alors, ce que moi je voudrais vous proposer, posez la vidéo maintenant, prenez 2 minutes et écrivez chacun pour soi, qu'est-ce que c'est pour vous l'intimité, et deuxième chose, quelles sont les conditions pour une intimité. Je vous en prie. Bon, je ne veux pas attendre ces 2 minutes, j'imagine que certains de vous, ils ont écrit ce qu'ils devraient écrire, et je voudrais vous présenter déjà certaines clés sur place qui sont d'abord de comprendre le concept approfondi de l'intimité, d'un rapport amical, être humain, d'un rapport vrai avec le conjoint, avec les enfants, avec les amis, avec les gens qui sont proches à vous. Donc, la première chose que je voudrais vous présenter, c'est les misconceptions de ce que l'intimité, elle est. Et je veux m'expliquer exactement pourquoi c'est une misconception. La première, c'est la condition de l'intimité, d'accord, que c'est un échange. Qu'une intimité, c'est un échange entre deux personnes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un échange? C'est comme un marché. Je vais donner quelque chose et en retour, vous me donnerez aussi quelque chose. Et on va jouer un jeu. Donc, dans un couple, il va y avoir un conjoint qui va venir au deuxième conjoint
et il va lui dire, regarde, il va s'ouvrir et il va raconter quelque chose de personnel, de très intime. Et on s'attend maintenant que de l'autre côté, il va se passer exactement la même chose. Donc, on va être obligé de échanger des choses qui sont intimes, profondes, cachées, secrets. Et s'il n'y a pas de partage de ce côté secret, comme si alors il n'y a pas d'intimité. La deuxième misconception de l'intimité, c'est que si la personne, comme j'ai dit, n'avait pas rendu quelque chose à nous, alors, entre guillemets, l'accord, le deal qu'on a fait, qu'on va échanger les données, il devient maintenant c'est une injustice. Donc, on va se sentir qu'on a perdu quelque chose. Et des fois, il se passe dans des couples, dans des shidduchim surtout, on les voit, au Hachem, c'est une partie de la vie. Et ça aussi, je reçois pas mal de questions. Comment faire après une rupture d'un shidduch? Comment retrouver l'équilibre, surtout après la dépression, entre guillemets, post-partum? Ça veut dire que les gens se sont séparés, mais il y avait un attachement. Et très souvent, il y a une émotion qui va commencer à émerger, c'est qu'il y a un des conjoints qui était celui qui était entre guillemets le donneur, donc il a donné tout, il a donné pour nourrir le couple, pour donner l'amour, pour accepter l'autre, et l'autre conjoint de l'autre côté, il a donné ce qu'il a pu donner, mais finalement, il a décidé qu'il ne veut pas, c'est pas bien pour lui, donc ils se sont séparés. Donc, celui qui va être en vraie souffrance, ça va être le conjoint qui a investi, qui s'est donné entièrement dans le couple. Et donc, la sensation va être dans ce conjoint qui a investi qu'il y a une grande injustice qui est rendue ici, donc il y a quelque chose qui est perdu. Et cette perte n'est pas seulement la perte de la personne dont il a aimé, mais c'est une perte aussi d'un investissement qui est parti nulle part, entre guillemets. Donc, comment faire? Et quoi faire et comment faire pour que les gens ne se perdent pas? Donc, pourquoi c'est une misconception? Déjà, je vous donne une petite clé, parce que l'intimité n'a rien à voir avec l'investissement. Il y a deux types de personnes qui existent dans le monde. Il y a un type qui sont les donneurs, et à l'autre qui sont dans la réception. Donc, comme la main peut être celle qui donne, et il y a celle qui reçoit, donc on a deux types de personnes qui existent. Il y a des gens qui ont maîtrisé à pouvoir donner et recevoir. En même temps, ceux-là sont effectivement la meilleure version des trois. Donc, ici se trouve le problème de la perte. Il faut savoir que les gens que Kadosh Baruch Hu les a créés dans la capacité de donner, c'est des gens qui sont des donneurs. Et ils ne donnent pas parce que c'est pour, entre guillemets, les autres. Ils donnent parce qu'ils savent qu'eux-mêmes ne pourraient pas dormir s'ils n'ont pas donné entièrement quelque chose de eux. En fait, quand on donne pour nous. Je suis un donneur et on donne pour nous, on ne donne pas pour les autres. Mais comme on va conditionner que c'est pour les autres, c'est pour le mari, c'est pour la femme, c'est pour les enfants, alors s'il y a un désaccord, on se fait quitter ou on est resté sans acceptation ou peu importe le problème qu'il peut y avoir, automatiquement on va voir que
on va se sentir comme si on a perdu quelque chose parce qu'on a donné pour eux et donc, entre guillemets, on a tout perdu. Et c'est une misconception. Ça n'a rien à voir avec la intimité. Celui-ci a à voir uniquement avec la notion d'être un donneur. Et quand vous donnez, s'il vous plaît, sachez que vous le donnez parce que c'est votre trait, c'est votre nature, et c'est parce que vous n'allez pas dormir la nuit si vous n'étiez pas là pour donner. Si un donneur, qui est dans sa nature, un donneur, il arrête de donner, cette personne, c'est comme s'il a pris soi-même et il s'est coupé de sa propre racine. Donc, voilà la deuxième misconception. La troisième misconception qui va se beaucoup trouver dans les couples, c'est que l'intimité doit être réciproque. Comme je l'ai dit, que l'autre personne, il doit aussi calculer quelque chose. Pour que la rencontre, je parle ici des chidours, mais aussi dans la vie conjugale, pour que la chose soit considérée intime, alors ce n'est pas que moi qui va penser quelque chose, il faut que l'autre aussi il pense quelque chose. Donc, il y a une personne qui va s'asseoir avec son chidour ou le conjoint et il va commencer à bavarder quelque chose. Et il s'attend maintenant de l'autre aussi que lui, il doit réagir exactement réciproquement dans la même façon. Alors, bien sûr que c'est bien dans un couple que les choses sont réciproques, mais n'oubliez pas, encore une fois, que intimité veut dire être vrai dans ce que la personne elle est, dans cette personne, dans ce moment, dans le temps dans lequel il se trouve. Et des fois, les gens, ils ne sont pas dans la volonté de partager ou peut-être de communiquer. Et ça, c'est aussi une forme d'intimité. Des fois, on sent que l'intimité, ce rapport entre l'homme et la femme, entre les conjoints, entre les chidours, il doit être que, voilà, si moi j'ai pensé à proposer, je ne sais pas, de faire un voyage, un tioul ensemble, donc maintenant c'est à l'autre de réfléchir et de réagir de la même façon. Donc, comme je dis au départ, je donne, donc tu donnes, et on fait un marché. L'autre point ici, c'est que l'autre doit donner un feedback positif. C'est pas, il doit, il est obligé. Ça, c'est, je parle de la troisième misconception. Pour que la rencontre soit considérée comme intime, ça veut dire que si une personne dit quelque chose de ce qu'il ressent, alors il faut que l'autre il lui dise ah oui, 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 oui. Et combien dans les shidduchim, il va avoir une complètement distorsion parce que, par exemple, une femme, elle va sortir avec un homme et elle va lui sortir une idée, une idéologie, une philosophie. Maintenant, l'autre, il va dire, ben, je sais pas, c'est pas très logique ce que tu dis. Tu dis une chose qui est A, mais l'halakha dit B. Ou peut-être il y a une autre façon de voir la même chose. Et si l'autre ne révèle pas ou ne donne pas le feedback positif, ça veut dire qu'il n'a pas dit ah ouais, je pense comme toi, alors il n'y avait vraiment pas d'intimité ici. Ça, c'est des terribles fautes. Pour pouvoir une intimité, je dois avoir d'abord une capacité d'être vrai par rapport à soi-même. Donc, si la personne ne peut pas être vraie dans ses réactions, ou surtout si la personne qui est en train d'exposer son idée, qui est en train d'exposer
sa, entre guillemets, philosophie de la vie, comment la vie doit être, qu'est-ce que sont les mesures de la vie. Donc, elle est intime par rapport à ses idées, elle est intime par rapport à ses façons de voir le monde. Mais sachez une chose, cette intimité, elle n'est pas assez. Il faut accepter l'intimité du partenaire, que lui, il peut aussi exposer sa propre vie et sa vision vers les choses. Et c'est là où l'intimité vraiment commence. Ce n'est pas le feedback positif qui va me confirmer, et on va voir ça encore quelques minutes, à quel point les feedbacks ne sont pas une mesure d'intimité. Les mauvais feedbacks, je veux dire. Ça veut dire que quelqu'un a le droit de dire « je ne pense pas que ce que la personne y dit, c'est vrai ou c'est pas vrai ». Mais on va voir exactement où est la racine de ça et pourquoi, si l'autre n'est pas comme moi, alors je le repousse. Et beaucoup de couples se cassent à cause de ça, parce que le conjoint n'est pas comme moi, ou moi, je ne suis pas comme mon conjoint. Donc, ils vont se sentir comme, bon, s'il n'y a pas de feedback positif, ça veut dire quelque chose qui va me donner une assurance que je suis que je réfléchis bien, et être assuré que l'autre aussi il pense comme moi, donc on est les deux sur le même cheval, aller dans la même direction vers le même but. Évidemment, on va se trouver dans une grande erreur parce que celui-ci n'est pas une intimité et on va voir les conséquences de cette sorte d'intimité. La prochaine chose où je voudrais entrer, c'est donner d'abord quelques petits concepts. Qu'est-ce que c'est d'abord nécessaire pour entrer dans l'intimité? Il y a deux façons. D'abord, intimité, comme on a dit, c'est la capacité d'être émette, d'être vrai par rapport à moi-même et de pouvoir présenter ce, entre guillemets, vrai soi, vrai moi à l'autrui qui est devant moi. Et il y a deux sortes des gens, comment ils donnent l'explication de son, entre guillemets, vrai soi. Alors, la première, c'est, je crois aujourd'hui, la plus commune et très instable, et c'est un grand problème dans les couples, pas seulement les couples, les shidduchim, mais même dans la vie avec communication avec les enfants, avec les amis, avec la société, on va trouver celui-ci. C'est que ce sont les gens qui reçoivent leur sens de soi en réflexion. Et pour cela instable. Pourquoi? Parce que l'image de soi et l'estime de soi de ces gens-là va dépendre des commentaires et des réflexions de l'environnement dans lequel ils se trouvent. Celui-ci commence, la racine, c'est un enfant, un bébé, je ne sais pas si vous vous rappelez, qui était après la naissance, donc maman va le prendre, elle va le mettre sur le sein, et quand elle va nourrir cet enfant, l'enfant, il voit le regard de la maman qui regarde ce petit bébé. Il y a le bébé qui regarde maman, il y a une douceur entre les deux. Le bébé est en train de recevoir le lait qui est sucré, un bon goût, plein de gras, satisfaisant. Il y a l'oxytocine qui est une hormone de plaisir dans ce nirvana complète. Et cet enfant, jusqu'à au moins 3-4 ans, jusqu'à 6 ans, il va être dépendant de ce regard
des parents pour se sentir bien, estimé et dans une bonne image de soi. En fait, ce n'est pas son image de soi, c'est l'image qu'il va voir les parents, comment on le regarde. Et là, on va voir beaucoup de cas où les parents qui ont critiqué souvent un enfant et ils appellent toutes sortes de noms, même en rigolant, pas parce qu'ils veulent le blesser. Des fois, le père va dire à son fils, alors, mon petit intelligent, hein? Un petit intelligent, hein? Ouais, toi, tu sais tout, hein? Et ça va être une blague. Mais le petit, il comprend que cette phrase intelligent veut dire stupide. Et avec le temps, cet enfant, il va se programmer selon cette réflexion. Et il va se programmer qu'il a besoin d'un feedback positif pour qu'il puisse vraiment avoir sa valeur. Parce que si on lui donne un feedback négatif, comme il n'a pas son propre image de soi, il n'est pas autonome, alors il risque de tomber et il va commencer à vivre selon les miroirs qui se trouvent autour de nous. D'ailleurs, j'ai mentionné peut-être ça dans une vidéo, je ne suis pas sûr, je ne me rappelle plus maintenant, j'en ai fait tellement. Il y a une question que je crois que c'est dans la deuxième vidéo que je parlais de ça, je ne suis pas sûr. Rabbi Akiva, il demande, il a cherché où dans le monde il y a un miroir qui veut nous dire qui on est et comment je suis. Pourquoi? Parce qu'une généralité qui dit tout ce qui se trouve dans ce monde-ci représente uniquement la volonté de Kadosh Baruch Hu. Donc la réussite ne veut pas dire j'ai réussi. Ça veut dire que c'est ce que Kadosh Baruch Hu a voulu. Et mon échec ne veut pas dire j'ai échoué. C'est comme ça qu'il a voulu Kadosh Baruch Hu. Pourquoi il a voulu comme ça? C'est sa volonté. C'est à nous de suivre la volonté de Kadosh Baruch Hu. Donc, ici se trouve exactement le problème des gens. C'est que quand quelqu'un vient et parle avec nous, ils ne sont pas en train de se adresser à nous, de communiquer avec nous. Ils sont en train d'exprimer ce que eux, ils ressentent. Ils ne sont pas un miroir de nous. Mais on risque d'entrer dans ce problème de ce sens de soi en réflexion, qu'on va chercher que l'autre me confirme que moi, je suis OK. Et ce système de miroir, c'est un système qui est très dangereux et beaucoup de nous vivent dans ces systèmes. D'ailleurs, beaucoup de disputes vont être là parce que on va attendre, quand on va exposer une pensée de nos conjoints, des gens proches à nous, qu'ils vont la confirmer, qu'ils vont dire « Ah, ben écoute ce que tu dis, c'est valable, c'est fort. » Et ça, surtout, les Talmidei Chacham, ils se trompent avec leurs propres femmes, parce qu'ils essaient de faire la Gemara avec leurs femmes, alors que les femmes ne ont pas étudié dans les Yeshivot, Baruch Hashem. Et au lieu de faire la Gemara, d'accord, et pourquoi ils vont entrer dans la Gemara? Parce qu'ils ont besoin, ils vont essayer de raisonner, de montrer la raison. Tu ne comprends pas, mais regarde, tout est clair. Et il va attendre de l'autre côté que la femme va lui dire « Ah, c'est vrai, ça y est, je fais tchouva, je t'écoute tout ce que tu dis et je fonce. » Ça ne se passe pas comme ça. Je me rappelle une histoire, je vous partage avec vous. Rav Yaakov Peretz Shlita, le Rosh Yeshiva de Midrash Sfaradi, il raconte que
il ne raconte pas. Pendant un an, j'ai acheté une voiture pour pouvoir le conduire à la yeshiva et le ramener à la maison, le matin, l'après-midi, pardon, le soir. Parce que je savais que en conduisant le Rav, je vais entendre des sagesses que les autres ne vont pas entendre dans le collège. Ah, Baruch Hashem, chaque matin, je venais avec la voiture, je le prends, je le ramène. Et Baruch Hashem, dans ces presque 2 ans que j'étais dans ce collège, j'ai eu l'honneur de voir comment les grands sages fonctionnent et comment leur cerveau fonctionne et comment leur logique fonctionne devant toutes sortes de problèmes. Alors, une des problèmes que j'ai vus, je suis venu le prendre et le Rav, il entre là-dedans, il s'assied à côté de moi avec son petit sac, et il a son chapeau, la barbe, et il dit rien, il est sombre. Et je dis, Kodarav, ma correct, Kodarav, qu'est-ce qui se passe? Le Rav n'est pas content. J'avais une petite communication, il dit, avec Rabbanit, avec sa femme. Je dis, c'est quoi le problème, le Rav? Il m'a dit, écoute, non, pour comprendre, avant de continuer, le Rav Peretz, c'est un grand Talmid Chacham, c'est un élève de Chazon Ish de Ponovitch et Yeshiva. Il y a une trentaine d'années, il devrait être le Rishon Letzion ici en Israël, comme Rav Ovadia Yosef et Rav Mordechai Eliyahu, ils étaient Rav Chinoron. Et lui, comme c'est un Gibor, il a une grande rigueur en lui, une force. Il leur a dit, il n'y a pas de problème, mais moi je fais le psak selon le Hémet et pas selon la politique. Bien sûr, on ne l'a pas élu d'être le Rishon LeZion, mais c'est une personne qui est droit et chaque année, il réécrit à la main et des écritures extraordinaires parce que quand il écrit, on imprime, il n'y a même pas besoin de rédaction. C'est extraordinaire la connaissance et la précision des connaissances de ce qu'il a dans la tête. Et il réécrit chaque année le sikkum, le résumé de tout le Shulchan Aruch, avec toutes les explications et tout ce qu'il veut. Chaque année, d'une année à l'autre. Il fait en fait le siyum de tout le Shulchan Aruch, avec toutes les explications, c'est quelque chose de merveilleux. Alors il raconte, il dit voilà, la rabbinite, elle n'est pas contente avec moi. Je dis pourquoi? Il dit voilà, j'ai pris le couteau et j'ai coupé le pain. Elle est venue et lui dit le couteau, il est bassari. Maintenant le pain, il est bassari, il est la viande. Et le Rav, lui c'est un posek halacha. Les gens qui se conseillaient avec lui, c'était Rav Ovadia Yosef, Rav Elioshiv, Rav Steinman, des gens grands. Il lui dit, mais n'importe quoi. Il dit d'abord, le couteau, il est froid. Et le pain, il n'y a rien ici, il n'y a pas de cuissance. Il dit, non. La femme, elle lui dit, bassari. Il lui dit, mais c'est pas bassari. Il dit, non, c'est bassari. Et je dis, le Rav, alors, qui a gagné? Et lui, comme ça, qui est assis, me regarde et dit, ça veut dire quoi qui a gagné? Je lui ai laissé. C'est moi le Talmid Chacham, c'est pas elle. Je lui ai dit, tu as raison, c'est bassari. Ah, ça, ça c'est une grande valeur que dans une communication, j'ai pas besoin d'avoir raison. Ça veut dire pas d'avoir raison. Je peux savoir que j'ai raison, mais j'ai pas besoin de gagner, d'avoir un feedback. Pourquoi? Parce que les gens qui gagnent leur sens de soi en réflexion, entre guillemets, ils vont créer l'image de soi et l'estime de soi pour se retrouver. Est-ce qu'ils sont des gens merveilleux ou est-ce que ce sont des personnes horribles? Mais
tout ce feedback, tout ce sens, il vient de l'extérieur, il ne vient pas de l'intérieur. Ça veut dire que si les gens, la famille, ils ne regardent pas positif quelque chose, alors je suis en problème et je deviens en fait quelque part un esclave de ces réflexions des autres. Finalement, ces gens-là dépendent de l'extérieur pour posséder une bonne image de soi, une bonne estime de soi. Et cela, il va y avoir beaucoup de problèmes dans les couples et même dans la vie privée parce qu'ils n'ont pas la sécurité en soi de faire une décision. Ils vont demander en permanence d'être guidés par des autres, d'être conseillés par les autres. Ils ne vont pas prendre un risque d'aller dans la vie parce qu'il y a la peur que si je fais un mauvais pas, alors les gens vont me juger pour mal, donc je ne suis pas dans la bonne clause. Il y a un autre sens de soi qui est celui que moi j'appelle autonome, qui est celui qui est solide, stable et de durée. Quand l'image de soi et l'estime de soi dépendent d'une confrontation honnête avec moi-même, avec mon propre soi, alors je commence à me regarder, estimer à travers une prisme de l'ensemble de valeurs que j'ai moi-même forgées en moi-même. Et ça, c'est des gens qui sont stables, c'est des gens qui ont un sens de soi stable. Ici, c'est pourquoi je l'appelle autonome, parce que c'est quelque chose qui doit se développer chez la personne, chez chacun de nous, de faire son propre psaque. Qu'est-ce qui est vraiment bien pour moi? Qu'est-ce qui est vraiment pas bien pour moi? Non, les deux, celui qui est le sens de soi en réflexion vis-à-vis de sens de soi autonome, ils vont être semblants très forts. Les gens qui sont sens de soi en réflexion, ils vont se présenter très souvent comme ce que moi j'ai déjà dit dans les vidéos d'avant, des samouraïs, des gens qui sont très forts. Et c'est quoi un samouraï? Un samouraï, c'est des gens que pour l'honneur de son propre honneur, il est prêt à se faire égorger, il va lui-même se tuer, il va laisser que les autres lui coupent la tête. Le principal, c'est que son image, son nom n'est pas touché. C'est l'orgueil qui est derrière tout ça. Et il y a beaucoup de gens qui souffrent et ils vont venir chez des thérapeutes et ils vont aller d'un thérapeute à l'autre. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de raconter leurs problèmes pour que les thérapeutes leur disent voilà ce qu'il faut faire. Et comme le thérapeute, il va dire quelque chose, alors ils vont se sentir bien dans leur peau et ils deviennent en effet des esclaves des thérapeutes parce qu'ils ont besoin d'une réflexion qui vont leur dire voici ton problème et voici ce qu'il faut faire. Les autonomes ne sont pas des gens qui ont forgé leur sens de soi d'une façon autonome. C'est des gens qui vont chercher en soi quelle est la démarche que j'ai besoin moi-même, qui est bien pour moi, et évidemment, peut-être c'est un risque qui peut échouer, mais même s'il va échouer, l'autonome, il va gagner. Pourquoi il va gagner? Parce qu'en fait, il va construire son côté indépendant, d'avoir son propre jugement, et même si les autres ils viennent et lui disent tu vois, nous on n'est pas d'accord, alors vous connaissez maintenant Baruch Hashem, il n'y a pas plus que ça, mais il y a une époque dans les familles d'Afrique du Nord, c'était comme des clans.
Et s'il y avait un homme qui voulait se marier avec une femme et que la famille de cette femme, il y avait quelque chose qui n'était pas bien, le clan se mettait tout de suite devant l'homme et lui disait, écoute-nous bien, si tu te maries avec elle, on te coupe de la famille, tu n'existes plus. Et ces gens-là, ces jeunes hommes, ils vont se bloquer. Il aime cette femme, et peut-être c'est vraiment son âme sœur, mais il ne peut pas aller là-bas parce qu'il se trouve dans un clan. Et comme il n'a pas forgé son côté autonome, indépendant, de leur dire, écoutez-moi bien, c'est moi qui décide, c'est ma vie, je prends le risque, je ne prends pas le risque, mais c'est ma décision, ce n'est pas la vôtre. Et comme des histoires comme ça se répètent aujourd'hui partout, des fois c'est des disputes entre deux rabbinim et qu'il y a un élève d'un rav qui a son fils qui veut se marier avec la fille ou la fille qui veut se marier avec le fils d'un autre élève de l'autre rav qui est le contraire, qui se tabasse avec ce rav ici, alors ils vont commencer tout de suite, tout le monde, venir sur cette fille ou ce garçon, commencer à lui dire c'est terrible ce qu'il fait, comme s'il est en train de manger Hametz à Pessah et le cochon, comme si c'est une Goya, Chas Shalom, et ça commence le même histoire de clan. Maintenant, si la personne elle-même, elle est autonome, elle va dire, écoutez, vous faites ce que vous voulez, les parents, vous faites ce que vous voulez, je comprends, c'est pas difficile, c'est ma décision. D'ailleurs, la Torah, elle dit, au niveau de Rivka, quand Eliezer il est venu chercher Rivka pour Yitzhak, alors là-bas, il était dit, Shal et Tanara, on va demander la fille, qu'est-ce qu'elle elle veut. Lavan, il a dit, on va demander la fille, on va voir qu'est-ce que les filles disent. Elle a sa décision à elle. C'est-à-dire que chacun doit décider pour soi. Parce que le problème, c'est quoi? Quand les divorces viennent. Alors là, et combien j'en vois ici, Shem Yazor, des jeunes filles, beaucoup plus des femmes que des hommes, pas des jeunes filles, mais des femmes, qui vont venir après des divorces, c'est compliqué, des histoires, et ils vont dire, mais je ne comprends pas, ce Rav, il a donné la bracha, et s'ils ont tous donné la bracha, et la bracha, et la bracha, et la bracha. C'est très bien de demander la bracha, tout d'abord, toujours il faut demander bracha, on se comprend très bien, mais l'histoire fameuse de Rabbi Minelopavitch, que quelqu'un est venu le demander pour la bracha pour monter un business, et le rabbi lui a répondu, écoute, ce n'est pas la bracha que tu as besoin, tu prends un comptable et tu vérifies est-ce que ton business va fonctionner ou pas. Et c'est exactement ça. On doit faire une décision aussi à nous. Donc, les gens qui ont forgé leur sens de soi autonome, ce sont des gens qui sont indépendants. Les gens qui ont forgé son sens de soi en réflexion par rapport à ce que les autres vont voir, penser ou croire de eux, c'est des gens qui n'y croient pas en soi-même. C'est des gens qui sont instables et c'est des gens qui n'arrivent pas à trouver quels sont vraiment leurs propres besoins et ils vont passer leur propre vie en cherchant quelle est vraiment mon essence et qu'est-ce que moi vraiment je cherche. Ce qui ne va pas être le cas avec les gens de sens autonome. Et de là, on peut entrer maintenant de différentes, ça c'est une conséquence maintenant, types d'intimité que j'appelle ça la présentation, l'intimité qui est la présentation de soi. Et celui-ci, ça va jouer, ça va être lié à ce qu'on vient de parler, des gens qui ont le sens de soi autonome, qui est la capacité de se présenter, Mechila, dans sa vraie vérité. Ça veut dire que c'est des gens qui vont être honnêtes avec soi-même et les autres.
ils vont dire ce qu'ils pensent vraiment et pas ce que la société ou ce que un clan ou ce qu'un groupe demande de lui de se présenter. Donc ça, c'est la présentation. Parce que la présentation, je présente. Je prends mon essence de moi, je dis voilà. Et on a de l'autre côté l'intimité qui est l'exposition de soi. L'exposition de soi, c'est le besoin de laisser une bonne impression sur les autres, en but de récolter un feedback qui va garantir une bonne estime et valeur de soi. Et le but ultime de cette intimité, de l'exposition de soi, c'est d'être bien vu dans les yeux des autres. Les premiers qui ont l'intimité, et vous comprenez déjà, je crois que vous commencez doucement à comprendre que pour pouvoir être intime avec quelqu'un d'autre, ça c'est pour le jeune homme qui m'a demandé comment s'ouvrir dans les shidduchim, je dois d'abord avoir l'intimité avec moi-même. Ce qui Rabbi Akiva il a dit, si avec moi-même je suis dans la présentation de moi, donc je présente mon vrai caractère, alors je suis dans une intimité qui est vraie. Mais si je suis en train de exposer, juste pour gagner la bonne estime de soi, alors là, je suis dans une fausse intimité. Et ne faites pas des fautes. Ça n'a rien à voir avec l'amour. Il peut y avoir dans un couple qui a un conjoint qui aime beaucoup son partenaire. Il va l'aimer infiniment, à mourir peut-être. Mais il va créer certaines mesures, c'est un mesurement. Il va créer certaines murailles, certaines formules qui vont être, entre guillemets, alors eux vont dire, ça c'est les gens qui travaillent en réflexion avec les miroirs, ils regardent le monde comme un miroir de soi, eux vont dire que ça c'est parce que c'est juste, ils vont se cacher derrière une philosophie, une pensée juive, une Yiddishkeit, ils vont trouver du moussard, et c'est vrai. Beaucoup de fois, ces gens-là qui sont très dans le moussard, quand ça vient la halakha, ils ne font pas Birkat Amazon, ils ne font pas plein de choses, les prières, on va savoir s'ils se rappellent qu'il faut prier aujourd'hui, de filer sur la tête, je ne suis pas sûr qu'il fallait le mettre aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut lire un télim, je ne sais pas. Là, il n'y a rien. Mais quand ça vient pour excuser, ils vont utiliser en fait cette ashkafa comme une muraille pour cacher leur côté dépendant des miroirs. Et ce qui va se faire, c'est qu'ils vont commencer à gâcher complètement la relation avec son conjoint, même qu'il l'aime, qu'il adore, pour ne pas perdre la bonne impression qui est construite à travers les yeux des autres. Il faut que les autres qui me regardent, ils disent « Ah, quel tzaddik, quel élevé ». Et ils sont prêts d'aller au point de repousser même les conjoints, juste pour qu'on leur dise « Voilà, ah, c'est extraordinaire ». Celui-ci, on le voit pas mal dans les divorces. Quand il y a un divorce, alors du coup, il y a l'homme ou la femme qui vont commencer à parler de la lachon hara. J'ai déjà parlé dans la dernière vidéo à quel point la lachon hara elle est compliquée et ça vraiment c'est un tueur et Motzi Shemra, celui qui parle mal, juste mal pour se faire bien. Dans le Ochot Sadikim, dans le chemin de juste, c'est écrit là-bas que Kadosh Baruch Hu, il leur prend la vie à cause de ça. Parce qu'il faut exprès de faire mal la douleur après le divorce, au mari, au ex-mari, aux ex-femme. Ils vont raconter des histoires
juste pour qu'eux sont bien vus. Et si vous les questionnez, mais pourquoi tu parles comme ça? C'est uniquement pour être vu bien. Pour que les gens ne disent pas, mais ça ne va pas. Comment ça se fait que ton mari t'a quitté? Comment ça se fait que ta femme t'a quitté? Et au lieu de dire la vérité, écoute, j'ai fait des fautes, je me suis trompé, je n'étais pas la bonne femme, je ne me suis pas comporté comme il faut, ou que lui il dit, je n'étais pas un bon mari, je ne me suis pas bien comporté, j'ai fait teshuva, je suis désolé, Maguiali, voilà pourquoi il y avait le divorce. Et il n'y a personne dans le monde qui va leur dire, ah, toi, tu es un nul. En fait, il n'y a personne. Les gens vont que respecter ça. Au lieu de ça, ils partent, ils vont aller chez des rabbins, ils vont se présenter comme des pauvres et ils vont raconter n'importe quoi. Ils racontent sur Ramchal, Rabbi Chaim Moshe Lutzata. זכותו תגן עלינו בכל המועד פסח הזה, כל יום ויום. Ils ont tellement couru après. Il y avait une personne qui était jaloux de lui parce qu'il était tellement dans la connaissance. Il y avait Yitzhak Avinu, Abraham, Yaakov. Il y a un avis qui venait chez lui étudier avec Rabbi Chaim Moshe Lutzat, le Ramchal Akadosh. Il y avait des malachim qui venaient, des malachim incroyables, je ne vais pas dire des noms, qui s'assiedent avec lui pour parler avec lui. Et il y avait un rave à l'époque, à Venezia, Ramchal vient de Padova, d'Italie, et il était contre lui tellement il a tout essayé pour le détruire. Tout, ils ont sorti le Herem, ils ont couru après, ils ont parlé de lui, ils ont sorti dans les journaux sur lui des histoires inventées. Ils ont même allé jusqu'au point de raconter que lui, il avait une affaire, entre guillemets, avec une nièce, qui n'était pas vrai du tout. Et lui, c'est vraiment joli de lire les ktavim, les lettres qu'il écrit à son Rav, Rabassan, Ramchal. Il avait, je ne sais pas, 18 ans, 20 ans. Il dit, mais comment, si moi, je suis quelqu'un qui fait des choses comme ça, alors quoi, Kadosh Baruch Hu, il va m'envoyer, moi, des sodotes, des secrets de la Torah, il va me dévoiler des choses tellement extraordinaires, alors qu'il y a une règle qui existe dans la Kabbalah, que si les gens reçoivent des connaissances, des visions, et qu'ils n'ont pas de Torah, ils n'ont pas de mitzvot, et ils n'ont pas le travail sur les midot, ça ne vient pas de Kadosh Baruch Hu, ça vient de Sitra Achra, de Yetzer Hara. Et Yetzer Hara, il va lui donner des informations, il va mentir beaucoup avec un peu de vérité. C'est comme ça que Yetzer Hara, il fonctionne. Il parle mensonge avec un peu de vérité. Comme ça, on peut croire à ça. Et dire Ramcha, ben si moi, j'avais fait comme ça, j'aurais eu cette lumière sur moi, j'aurais eu des gens tellement importants qui parlent, et Léo Hanavi, il aurait parlé avec moi, et Ramchal, il dit, Rabassan, il a compris que Ramchal n'avait jamais rien fait. D'ailleurs, Ramchal est monté dans la Kedusha, il est arrivé là où vraiment personne n'est arrivé. Je ne sais pas qu'il était mieux que les autres, mais il a eu la permission d'écrire des choses dans le Sod de la Torah que les autres n'ont pas eu la permission d'écrire. Donc, l'exposition de soi, c'est un problème. Parce que qu'est-ce qui va se passer maintenant dans les couples? Dans les couples, maintenant l'intimité va commencer à avoir deux phases. La première phase de l'intimité, c'est l'intimité du passé. Le jeune couple se rencontre et ils vont commencer maintenant à communiquer, à parler. Et pour se montrer intime, et ça c'est en général les premiers 1-2 mois de Shidur mariage, où cette intimité va fonctionner. Donc le mec, il vient chez sa femme, et il va lui dire, tu sais, voilà, je te fais confiance, je te raconte tout. Et il dit, voilà, il a fait ça, et puis il a fait ça, et puis des erreurs qu'il a fait dans sa vie, des choses qu'il n'aurait pas racontées ailleurs. Et elle, pour être réciproque, parce que je pense que ça c'est l'intimité, elle va commencer à lui raconter, ouais, moi aussi, je viens de famille comme ça, les parents
comme ça, et puis il y avait ça, et puis j'ai vécu ça, et puis voilà, et comme les deux vont partager leur vécu du passé intime, ils vont maintenant se sentir que l'intimité, elle est une vraie intimité, parce que voilà, l'échange s'est fait, donc ça y est, on est intime, on peut avoir des conversations intimes. Mais cette intimité, elle va céder avec le temps. Parce qu'imaginez maintenant un couple, après 6 mois, si vous entrez chez eux dans la maison, qu'est-ce que vous voyez? Elle est en train de peut-être lire un truc sur l'Internet, lui il est en train d'écrire quelque chose sur son ordinateur. Ils ont ici là-bas, ouais, ça va, tu vois, je dois aller acheter quelque chose, ok, d'accord, je reviens, je pars. Ils n'ont plus de quoi parler. Alors, si vous voulez parler, vous leur dites alors qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il n'y a plus de communication. Au départ, vous parlez, il dit écoute, on a tout dit ce qu'il avait à dire, on n'a plus rien à dire. Et quoi on a parlé? Le soleil brille, la pluie tombe, tu veux manger, tu veux dormir, on se réveille, allez les enfants, allez ici, allez là-bas. Il n'y a plus de pas qu'à parler. Qu'est-ce que je parlais avec elle, qu'est-ce que je parlais avec lui? Celui-ci est bien. L'intimité du passé dit très bien au départ d'une relation, parce que ça ouvre une porte. Mais l'intimité du présent est celle qui est la vraie intimité. L'intimité du présent, c'est les combats, et c'est là où les gens, une fois qu'ils ont été gentils l'un avec l'autre, maintenant ils vont commencer à montrer leurs choses qui ne sont pas ressemblantes. C'est-à-dire, ce qui a rapproché un couple, c'était la ressemblance. Mais maintenant, il y a l'autre facette de l'histoire, c'est-à-dire même un verre, d'un côté lumineux, de l'autre côté il est sombre. Donc il y a un côté sombre. Et maintenant, ils commencent à montrer leur désaccord. Et dans ce désaccord commence maintenant toute une histoire. Ça commence la bataille. Mais j'ai cru que toi, tu es mieux que ça. J'ai cru que toi, tu es plus élevé que ça. Et il y a un qui va se permettre de dire des choses. L'autre va être fâché, blessé. Et il commence maintenant doucement une bataille, comme vous le voyez sur l'écran. Et ça, c'est dû à quelques dangers qui se trouvent dans l'intimité que moi j'appelle l'intimité mutuelle. Si je ressens que je suis responsable des émotions de mon conjoint et que je dois faire attention de ne pas le blesser ou le critiquer, comment je peux être intime avec lui? Voilà la question. Qu'est-ce que ça veut dire? Un conjoint va venir, il va exprimer, il n'est pas content. Il va dire des choses. Peut-être il va se fâcher, il va lever la voix. Il va dire, ras-le-bol, j'en ai marre. Je ne sais pas, il va dire quelque chose. Maintenant, l'autre conjoint, il est blessé. Et comme il est blessé maintenant, il va se mettre dans une position où il va commencer à faire une mauvaise énergie, mauvaise tête à celui qui l'a blessé. Et il va commencer à le pousser émotionnellement, il se refroidit, il commence à parler de moins en moins, et il n'y a plus de communication. Et c'est exactement ça. De l'autre côté, si le conjoint il est très violent, pas violent criant, violent dans sa force, parce que sachez, ceux qui se font manipuler dans les comment s'appelle, les relations, c'est ceux qui sont amoureux. Ce n'est pas ceux qui ont moins d'amour, c'est ceux qui ont le plus d'amour, c'est eux qui souffrent. Donc, parce qu'ils aiment tellement l'autre conjoint, et ils savent que l'autre conjoint, il ne va pas accepter que lui, il soit de la façon qu'il est. Alors qu'est-ce qu'il commence à faire? Il commence à modifier ce qu'il va dire, comme il va dire. Donc, il va se présenter, il va faire
la présentation de soi. En fait, on n'est pas ici dans la présentation, on est ici dans l'exposition, de soi. Donc, il va commencer à parler de la façon que son conjoint va l'écouter. Alors, par exemple, il rentre à la maison, il est dans la voiture, il est en train de conduire, il se dit, tu sais quoi, je dois dire à ma femme que j'en ai marre, que chaque fois que je lui envoie un texto, comment ça va, elle m'envoie, je ne sais pas, une image d'un like. Il est temps qu'elle me dise, oui, ça va, comment tu vas, allez, change quelque chose, ne me donne pas des likes, je n'ai pas besoin des smileys, je veux avoir une réponse, être humain. Et il commence à conduire, et ce que vous ne savez pas, c'est que dans le cerveau, il y a tout de suite 4 écrans qui s'ouvrent, c'est tellement vite fait, il y a 4 écrans qui se ouvrent automatiquement. Un, c'est qu'est-ce que la personne, elle va penser de moi, quand je veux dire ce que je veux dire, et qu'est-ce qu'elle va penser de soi, quand je veux dire ce que je veux dire. Et le deuxième, c'est qu'est-ce que moi, je veux me sentir en vis-à-vis de elle quand je veux dire ce que je veux dire et comment je veux sentir vis-à-vis à moi quand je veux dire ce que je veux dire à elle. Donc, tout de suite, ces 4 écrans paf, qui s'ouvrent dans la tête et je commence à dire oh, si je le dis comme ça, elle va sauter, elle va se crier, elle va s'énerver. Qu'est-ce que je fais? Elle commence à modifier maintenant. Il va partir de l'authenticité, du côté de son vrai soi, il va aller à l'exposition. Et il va dire, ah ouais, il faut choisir, bon, je ne veux pas lui dire comme ça, je veux dire, écoute chérie, tu sais, en effet, et finalement, le risque, il est que quand il va rentrer à la maison, elle va lui dire, ça va, elle va dire, ah, c'est super, il y a un problème, non, pas du tout, tout va bien. Le problème est annulé. Et ça, c'est pour faire, entre guillemets, la paix entre le couple. Ça, c'est pas Shalom Bait. Ça, c'est un manque d'intimité. C'est clair qu'il faut choisir. Moi, je ne parle pas ici qu'il faut se tabasser, crier, se parler mal et des choses. Shalom, je ne parle pas de ça. Mais je parle que dans un couple sain, l'intimité mutuelle doit être que des fois la personne elle peut dire quelque chose. Et vous allez voir où l'intimité, vraiment, elle commence. C'est exactement ce que j'ai écrit ici, l'intimité du présent. C'est que, imaginons, il y a un désaccord. Et maintenant, il y a une dispute, il y a un qui dit à l'autre, peut-être un mot un peu dur, l'autre, il est blessé, et il lui fait la tête. Mais celui qui était énervé, il risque d'entendre quelque chose, ou peut-être l'autre qui était blessé peut réfléchir. Attends, pourquoi ça le touche tellement, mon conjoint? Pourquoi ça le touche tellement? Et il va venir à son conjoint, il va dire, écoute, tu sais, je suis désolé, tu sais, moi, ça me touche énormément qu'il y ait telle et telle situation, telle chose, et c'est vrai, tu as raison, je ne sais pas gérer ces moments, et je demande pardon, vraiment, je ne sais pas, je ne savais pas comment gérer, parce que je suis trop peut-être enfant à l'intérieur. Et là se trouve le problème, pas le problème, la solution. C'est là où il faut travailler, parce que très souvent l'autre conjoint va dire, il va comprendre que l'autre maintenant est en train de rectifier, il est en train d'être intime, il est en train de dire quelque chose qui est vrai dans le présent. Maintenant, si la personne est celui qui a le sens de soi, qui a l'intimité de présentation, il va comprendre que le conjoint est en train de se présenter dans le présent, de dire voilà ce qui se passe maintenant. J'ai compris, j'ai avancé, j'ai fait tchouva. Et Kadosh Baruch Hu, il est comme ça avec Am Israël. Il nous regarde dans le temps présent, il ne regarde pas dans le passé. Il regarde ce que tu es là maintenant. Parce qu'il va voir ici, regarder dans le passé ce qui s'est passé, aucun de nous aurait été ici. Alors qu'est-ce qui fait que ce conjoint, cette intimité va les rapprocher,
vont faire la paix. Ils vont faire une paix qui va construire un couple encore plus profond, encore plus sage. Un couple qui va être très solide. Et c'est justement dans ces moments de crise que les vraies intimités de couple s'expriment. Conclusion. La vraie mûre intimité, que c'est avec moi, que c'est avec les autres, parce que tu vas mettre ton prochain comme toi-même, donc ça commence avec toi-même, après ça va vers les autres. C'est pas l'intimité entre la maman et l'enfant. C'est-à-dire que dans les films toujours, dans Bollywood, je sais pas ce que vous voulez, ils montrent toujours. C'est une des raisons que je vous propose de vous éloigner de ces films parce que c'est des mensonges. Toujours ils montrent ce côté de premier contact entre l'homme et la femme, qui est comme le contact entre la maman et le bébé. Il y a le lait, il y a la douceur, c'est la oui chérie, oui mon amour, ma vie, mon papillon, mon je sais pas quoi, mon soleil, tout est joli. Mais ça, c'est qu'un départ, comme un enfant. Une relation, c'est un être qu'il faut pousser et grandir. Il faut le donner, nourrir, et il change. Et il devient des fois pas content, il crie, il bug. Et c'est mon enfant, je ne le quitte pas. L'intimité, ce travail, est la vraie mûre intimité, mais pas celle-ci du départ. Et l'espérance de retrouver l'intimité qui ressemble à cette relation parent-enfant, où il y a des conjoints qui vont dire, ou des shidouchis, où ils cherchent quelqu'un avec qui je veux avoir le bonheur, la chaleur, avec qui je veux me sentir en valeur, en bien-être. Sinon, ce n'est pas un couple. C'est des gens, en général, qui retrouvent que des problèmes et du balagan. Et très souvent, après qu'ils vont trouver le balagan, les problèmes et les batailles dans la famille, doucement ils vont comprendre que la vraie intimité, c'est celle qui va permettre au conjoint de s'exprimer et de dire aussi, ben, moi je ne pense pas comme ça, en acceptant qu'il a le droit de ne pas penser comme ça, c'est pas pour cela que moi je suis annulé ou que nous on n'est pas ensemble, c'est simplement que mon conjoint il a le droit d'exister dans sa façon. Et c'est ok. C'est justement dans ces moments de crise que la vraie intimité de couple s'exprime. Et ça, c'est très important. C'est la capacité d'abord d'être, pas en exposition, mais être en, comment ça s'appelle, en présentation de soi, de se présenter vraiment et de permettre, et sachez une chose, que si votre chidour, votre conjoint, n'est pas prêt à vous accepter dans ce que vous êtes, il y a un problème dans votre couple et je vous propose vraiment de chercher une aide de quelqu'un qui pourrait s'asseoir avec vous et gérer ce couple, mais pas de gérer pour lui donner la réponse quoi faire et comment faire, mais de gérer le couple, à vous donner des clés, comment vous allez pouvoir retrouver ce côté authentique chacun de soi pour que ce couple puisse fonctionner. L'utopie de trouver le parfait mec, de trouver la parfaite femme qui va penser exactement comme vous, qui va avoir la même ashkafa que vous, qui va avoir la même inspiration de vous, sans n'importe quoi. Et si vous pensez, et si vous êtes quelqu'un qui est exactement comme ça, votre conjoint, donc vous n'êtes pas dans la présentation de vous, vous êtes dans l'exposition et vous pouvez vivre comme ça jusqu'à la fin de la vie, mais quel dommage de ne pas vous connaître. Voilà mes amis, je vous souhaite Chag Sameach, Shabbat Shalom, que vous méritez une bonne vie joyeuse, que Hachem
il nous donne de reconstruire Beth Amikdash, de nouveau, reconstruire le couple, parce que quand le couple se construit, il y a le Beth Amikdash qui se construit. Ça y est, on en a marre de ce galoute terrible qu'Hachem nous donne de se réjouir, de chanter de nouveau, de danser de nouveau de joie. Et sachez que d'entrer dans la choupa, à tous ces jeunes qui cherchent leur shidour, je vous souhaite de vraiment trouver votre intimité et de trouver votre conjoint et que Hachem, il nous protège de toutes les influences mauvaises. Amen, Ken Yeh Ratzon. Je vous souhaite de tout mon cœur. Au revoir à tous et à la prochaine.